Du coup, on va passer maintenant effectivement à l'industrie automobile et on va un petit peu explorer ce qui se passe dans ce secteur-là du point de vue de la fabrication additive. Et je vais demander à Olivier Armbrustard, qui est déjà debout, de venir prendre la parole pour nous présenter un petit peu les enjeux et les perspectives de ces technologies dans son secteur. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Olivier Armbruster, je suis le chef de projet de la plateforme Excelcar qui est à Rennes-la-Jeannet. Je vais vous toucher deux mots effectivement au niveau de la fabrication additive, des enjeux et des perspectives de la filière automobile. Je viens ici en tant que... Hop, si ça veut bien suivre. Ah, la slide suivante ne veut pas passer. C'est dans ce sens-là, merci. Voilà. Donc la plateforme Excelcar en fait est une plateforme qui est née sous l'égide du pôle de compétitivité ID4Car, qui est le pôle dédié à la mobilité dans le Grand Ouest. Donc il y a une activité d'innovation et également performance industrielle au titre de ces activités qu'on appelle ARIA, des associations de la filière automobile en région. Excelcar en fait est né un peu d'un constat au sein de ce pôle qui était de dire des projets d'innovation dans l'automobile, c'est pas ce qui manque. Des démonstrateurs, quand vous allez au GEC, c'est pas ce qui manque. La vraie question, c'est à quelle vitesse on arrive à introduire toutes ces innovations dans les véhicules de Monsieur Tout-le-Monde. Et là, on s'aperçoit qu'il manque souvent, il y a beaucoup un besoin de travailler en collaboratif, très très près du marché, très très près de l'usine, de la conception de la pièce, de sa fabrication, de sa mise en œuvre dans un véhicule. Donc on parle d'industrialisation. Donc Excelcar se focalise sur l'industrialisation. Donc ce qu'on va appeler industrialisation, c'est le fait d'assembler des briques technologiques qui sont déjà relativement matures, d'une manière, on va dire, cohérente, et avec un objectif clair de raccorder à un marché, donc d'atteindre un niveau de performance et de coût qui permettent aux produits process, c'est souvent un couple qu'on va développer, d'être emmenés dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Donc comment fonctionne Excelcar, juste pour la petite histoire, c'est une association qui est active depuis 2-3 ans, qui a été fondée par des gens à la fois de la filière automobile, mais pas que, des gens qui avaient envie de travailler ensemble, pour essentiellement mutualiser des moyens, des équipements, avoir une équipe dédiée, un lieu pour à la fois incuber ces projets d'innovation, être à l'écoute de ce qui se passe éventuellement dans d'autres filières, ou à l'écoute de start-up ou d'entreprises qui amènent des idées aujourd'hui. On parle toujours de projets d'innovation qui sont issus de l'écosystème. Et puis de pouvoir incuber correctement ces projets et les réaliser sur ces moyens mutualisés pour en réduire évidemment le coût. Les moyens dont on dispose sur la plateforme ou qui ont été mutualisés sont essentiellement des moyens d'ingénierie numérique avec tout un tas de thématiques. Donc la maquette pour l'ingénieur, mais pas que. On parle de production industrielle, donc on a des outils de la statistique, et on a des outils aussi liés à la qualité perçue, notamment tout ce qui est réalité virtuelle, mais en rendu réaliste, qui permet de prendre des décisions sans avoir à faire de maquette quand on parle de technique ou de design. C'est une chose très importante dans l'automobile. On parle de composite, on parle de moyens industriels. On va évidemment, sans le dire, faire un peu de ce qu'on appelle l'industrie du futur, qui est un mot un peu générique, mais voilà, on parle de robotique, de préhenseurs polyvalents, enfin tout ce qui est associé en fait aux produits qu'on veut développer pour alléger les voitures, les assembler ou les rendre plus haut de gamme entre guillemets. Donc avec tous les moyens de process et de contrôle qui vont avec. Et puis il y a cette notion de Fab Lab au sein d'Excelcar qui fait que c'est une plateforme ouverte, c'est-à-dire que toutes les PME, toutes les entreprises qui ont des idées peuvent venir les soumettre et vice-versa. Tous nos équipements, toutes nos compétences peuvent servir aux entreprises pour monter en compétences, pour faire éventuellement de la prestation de manière entre guillemets, soutenu par des financeurs publics, comme vous avez pu voir sur le premier slide. Alors, je vais vous parler de fabrication additive aujourd'hui, parce que finalement, à travers nos projets d'innovation, à travers les activités de nos membres sur la plateforme ou les activités
des gens qui travaillent avec nous sur le plateau, on utilise quasiment au quotidien la fabrication additive. On a même sur le plateau une petite imprimante thermoplastique. Et mon propos est de dire, si de là aujourd'hui vous allez sur le web, vous croisez fabrication additive et automobile, vous allez trouver tout un tas de choses. Alors je me permets de faire un petit focus sur 2-3 choses pour un peu vous les décrypter. Des choses qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. Par exemple, Local Motors, qui est un fabricant aujourd'hui de navettes autonomes aux États-Unis, a sorti à grand bruit voilà, une voiture soi-disant imprimée, qui est imprimée en 3D. Alors c'est essentiellement une mise à l'échelle d'une technologie d'impression 3D ABS renforcée pour faire la structure de la voiture. Et le reste, ce sont des composants, on va dire c'est un mode un peu open source. On va mettre des composants standards, on va assembler des composants standards pour faire un véhicule qui est plutôt un véhicule entre guillemets loisir. C'est jamais un véhicule qui va passer au crash ou qui a des caractéristiques du véhicule que vous pouvez acheter aujourd'hui pour circuler sur l'autoroute, un véhicule d'usage quotidien, on va dire. De l'autre côté, vous avez des choses comme Divergent 3D, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Alors Divergent 3D, là on est plutôt dans le domaine du supercar, c'est-à-dire ce sont des voitures qui ont des performances exceptionnelles, des coûts exceptionnels aussi. Et là, en fait, effectivement, le brevet consiste à dire je vais assembler des pièces composites à travers notamment des modules comme celui qu'on peut voir ici. À travers des modules qui sont, eux, imprimés en 3D métallique. Voilà. Donc, on n'est pas du tout dans ce qu'on va appeler l'automobile grande série, ou la filière mobilité telle qu'on l'entend, nous, c'est-à-dire la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, la voiture que tout un chacun est capable de se payer, évidemment avec plusieurs choses. Des choses qui sont aujourd'hui, que vous pouvez retrouver aussi sur le net, c'est des applications petite série ou très petite série. Là encore, c'est des approches, on va dire, de test, essentiellement sur des pièces mécaniques en impression 3D métallique ou des pièces, par exemple, comme là, pour faire un effet style très particulier sur un véhicule haut de gamme qui est produit de manière quasiment unitaire. Donc ça, c'est des choses qu'on va retrouver. Alors, avant de poursuivre, et quand je parle là dans la suite de filière automobile ou d'industrie automobile, je voudrais juste faire un petit focus sur le fait que l'industrie automobile, c'est le 3e marché au monde, c'est quelque chose d'énorme. Et quand on parle d'industrie automobile, on parle également de tout ce qui va autour. Vous entendez parler de services aujourd'hui autour de la voiture, etc. Il faut bien comprendre que la filière automobile couvre tout un tas de domaines qui vont, comment je finance des automobiles, comment je les assure, comment je fais de la réparabilité. Il y a le transport, il y a le fait de les fabriquer, le fait de les concevoir. C'est une filière très, 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 très large. Et introduire la fabrication additive dans un marché comme celui-ci nécessite des approches pluridisciplinaires et différentes approches. Vous ne pouvez pas imaginer faire une pièce en impression 3D demain. Il faut qu'elle soit qualifiée. On voit des problématiques par exemple, de réparabilité qui vont se poser. On va avoir des problématiques d'assurance, des choses comme ça qui vont se poser dans l'automobile. Et on doit tenir compte de tout l'ensemble de ces problématiques lorsqu'on va introduire la fabrication additive dans ce marché. Et puis il y a effectivement différentes phases. On peut décomposer tout ce marché en différentes phases qui vont de la conception, de l'industrialisation à la prévente, etc. Donc en fait, la question c'est en quoi l'automobile a intérêt à s'intéresser à la fabrication additive. L'automobile aujourd'hui utilise énormément de technologies, c'est un domaine très vaste et les technologies qui sont utilisées sont éprouvées, ont des coûts extrêmement bas. Et ça marche. Et ça marche et on arrive à faire malgré tout beaucoup de choses avec les technologies dont on dispose. Alors quel serait l'intérêt d'utiliser la fabrication additive dans un monde tel que celui-ci? On va dire déjà c'est tout ce qui est on va dire segmentation et offre. Aujourd'hui l'automobile a
tendance à faire de la production de masse, donc avec des investissements qui sont relativement conséquents pour produire plusieurs dizaines, centaines de véhicules par jour. Donc on est vraiment sur la production de masse. Sauf que ce qu'on se dit et ce qu'on veut faire, c'est plutôt de la customisation aujourd'hui. C'est réduire la taille des séries. Donc l'impression 3D dans ce domaine-là a toute sa place et tout son intérêt pour réduire la taille minimale de ces séries et surtout réduire les coûts d'investissement par rapport à la taille des séries. On peut avoir une approche plus fun, design, parce que l'impression 3D permet de faire des choses que vous n'allez pas pouvoir faire avec un usinage standard ou avec toutes les technologies de mise en œuvre ou de mise en forme des matériaux qu'on a aujourd'hui, que ce soit l'injection, l'emboutissage ou tout un d'autres technologies. Et puis surtout, là où l'impression 3D ou tout ce qu'on appelle la fabrication additive a un intérêt, c'est de travailler à répondre à un certain nombre de challenges techniques. On a parlé d'allègement. Effectivement, c'est un très, très gros intérêt. On peut imaginer de travailler sur des problématiques d'écoulement d'air grâce à l'impression 3D, mais là encore, on va retrouver le fait de travailler sur des formes qu'on ne sait pas obtenir autrement que par impression 3D, des problématiques d'acoustique, de confort, etc. Donc là, un exemple d'un exercice qui a été fait sur un moteur de camion. On voit que le gain, grâce à l'impression 3D, si on fait une approche un petit peu globale de ce qu'est un moteur aujourd'hui, on arrive à réduire le nombre de pièces et le poids de manière assez drastique. Alors ça reste un exercice de style. Aujourd'hui, ce n'est pas industrialisé, mais ça pourrait l'être. Je vais vous expliquer pourquoi il y a encore un petit peu de chemin à parcourir avant d'introduire de manière très massive sur ce type d'application la fabrication additive. Alors tout pour répondre à ces challenges techniques, je vais revenir sur ce que disait Yves tout à l'heure, c'est qu'il y a un très grand travail à faire au niveau des outils numériques. Parce qu'aujourd'hui, pouvoir répondre à des challenges techniques de ce type nécessite des outils numériques, notamment du type optimisation topologique. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier de ce genre de concept. Ça consiste effectivement à identifier le volume dans lequel on veut travailler. On veut mettre de la matière. Et en fonction de ce que cette matière va subir, entre guillemets, comme contrainte, quelle qu'elle soit, on va identifier là où on va en mettre de manière optimisée et quelle doit être sa nature ou son comportement pour avoir le moins de matière possible pour répondre à la prestation qu'on attend dans le volume donné. Donc là, il y a des outils qui existent aujourd'hui, qui sont déjà utilisés dans l'automobile de manière très large, que ce soit en carrosserie, en mécanique et autres, mais qui nécessitent encore d'être travaillés et améliorés dans l'objectif de faire de l'impression 3D. Une des grandes ambitions de l'automobile et ce sur quoi c'est le plus développé aujourd'hui, c'est sur la réduction des coûts et des délais. Alors l'automobile est quand même je redis ça à nouveau, on parlait tout à l'heure de grandes séries, plusieurs centaines de véhicules à la journée, donc on est sur des cadences entre guillemets de l'ordre d'une pièce par minute. Quand je vous montrais tout à l'heure le véhicule qui est fait par impression 3D, il faut 44 heures pour imprimer la structure du véhicule. Vous comprenez bien qu'il y a un gap qui est encore énorme à franchir. Donc aujourd'hui, les grandes thématiques sur lesquelles l'automobile intervient, que ce soit de la fabrication additive métallique, plastique, ou dans une moindre mesure composite, puisque ça démarre seulement maintenant, c'est tout ce qui va être prototypage. C'est comment j'ai rapidement des prototypes qui sont fonctionnels et qui répondent à un cahier des charges qui va me permettre de valider ma conception. Là encore, l'automobile est très particulière parce qu'elle aime bien aussi avoir toujours l'équivalent numérique. On va parler d'outillage rapide. Un des enjeux de l'outillage rapide, qui rejoint également le prototypage rapide, c'est
de pouvoir fabriquer rapidement des outillages série. Et de pouvoir faire des choses dans les outillages qu'on ne sait pas faire en usinage traditionnel. Vous avez notamment des lignes de style ou certaines limitations sur des outillages d'emboutissage ou des mises au point d'outillages d'emboutissage qui sont extrêmement longues et qu'on saurait réduire demain par fabrication additive. Ça, c'est des analyses qui ont été faites au niveau de l'automobile. Ça permet ça aussi d'engager des outils définitifs qui permettent la production série le plus tard possible dans le processus d'industrialisation. Ça, c'est un grand enjeu également. Et puis la fabrication directe. Fabrication directe, aujourd'hui, ça reste extrêmement limité. Et la chose est vraiment de se dire que fabrication directe, il faut arriver à introduire des fonctions, de nouvelles fonctions, dans les pièces que l'on va traiter de manière fabrication additive. Ça peut être plusieurs matériaux, ça peut être limiter le nombre de pièces dans un périmètre donné, etc. Et là, aujourd'hui, bon, il y a des travaux, évidemment, dans la filière, mais ça reste les temps de fabrication en impression 3D restent encore un petit peu longs par rapport aux attendus de la filière. Et puis un des autres enjeux, alors là c'est en après-vente par exemple. On évoquait tout à l'heure le fait de mettre des machines d'impression 3D dans les bateaux. De même, il y a des expériences qui sont menées aujourd'hui dans l'automobile pour mettre des imprimantes 3D dans les concessions. Les véhicules qu'on achète sont fabriqués généralement à 1, 2 ou 3, 4 endroits maximum au monde et ils se retrouvent dans le monde entier. Donc il y a des enjeux logistiques et de coûts logistiques par rapport aux pièces de rechange qui sont énormes pour l'automobile dans cette dimension-là. Et puis il y a le côté aussi, si on parle de véhicules plus petite série, ou ce qu'on appelle d'open source véhicules, qui consiste à se dire demain je peux acheter mon châssis qui a un certain niveau d'homologation, et puis je vais fabriquer ma carrosserie comme j'ai envie, enfin on rejoint tout le design, la façon, etc. Et je vais la fabriquer en local. Alors je me permets de vous donner quelques exemples concrets de choses qui sont faites chez un constructeur automobile PSA, qui est un des membres extrêmement actifs de la plateforme, donc qui nous a donné accès à quelques-unes de ces données. Donc ils utilisent énormément aujourd'hui la fabrication additive plutôt thermoplastique sur tout ce qui est pièces de style, c'est-à-dire comment je fais du style, enfin toutes les pièces prototypes style qui servent à faire des maquettes. Alors c'est jamais direct, hein, c'est toujours repris, c'est peint, c'est poncé, etc. Mais ça permet rapidement d'avoir des maquettes style, donc de diminuer les temps de maquettage. C'est utilisé beaucoup en validation d'architecture fonctionnelle, c'est-à-dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a conçu la CAO, on va réaliser une pièce en fabrication additive dans des caractéristiques au plus proches de la future pièce finale, et puis on va pouvoir valider qui en soufflerie, ou en vibration, etc., la pièce ou le sous-ensemble dans lequel cette pièce s'intègre. Également des prototypes industriels et des pièces étalons de mise au point. On a de grandes phases de mise au point. Un véhicule, c'est un produit complexe, donc il y a des phases de mise au point relativement longues et la fabrication additive peut amener des solutions sur des méthodes pour gagner du temps et de l'argent dans ces phases-là. Pour information, par exemple PSA, des imprimantes 3D thermoplastiques, c'est quelque chose que vous rencontrez quasiment dans toutes les usines. Voilà, ils font avec ça des petits montages. Il y a beaucoup d'introductions aussi de pièces injectées qui avant étaient injectées et qui maintenant sont faites en fabrication additive, qui sont plastiques et qui servent à de l'aide en production, en bord de chaîne. Voilà, on se fait un petit montage ou quelque chose, on l'imprime rapidement, on le conçoit, on l'imprime rapidement. Ça permet d'éviter de se payer un moule, etc. Alors, par rapport à ce que je vous disais, les grands axes d'amélioration aujourd'hui pour l'automobile, alors il y a déjà des choses qui sont identifiées et puis des choses qu'on voit venir, mais les grands axes d'amélioration dans l'automobile qui sont attendus par rapport aux technologies et que l'automobile pousse à faire, c'est
notamment tout ce qui est la conception des machines et les temps unitaires. Comme je vous disais, l'ordre de grandeur, une pièce à la minute, s'il faut plusieurs heures pour faire une pièce en fabrication additive, on a du mal à converger. Donc il y a de ce point de vue-là un gros effort à faire. Toutes les machines qui existent aujourd'hui sont essentiellement des machines qui sont issues du monde du prototypage. Et donc cette notion de durée était quand même était pas forcément complètement prise en compte. Donc il y a des choses à faire pour y arriver, notamment de la 3D ou des choses un peu des technologies plus en rupture. Un autre point qui peut être des fois un petit peu bloquant pour l'automobile, c'est certaines approches, on va dire, machine-matière propriétaires, qui peuvent des fois poser souci à l'automobile, qui aime bien pouvoir choisir son fournisseur de matière en fonction d'un certain nombre de caractéristiques sans être propriétaire d'une machine. Ou alors il faut vraiment qu'il y ait un intérêt économique ou technique qui soit extrêmement avéré. De même, un des soucis, mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux porosités, tout ce qui est pièces en thermoplastique aujourd'hui, bon, ça a tendance à converger, il y a d'énormes travaux qui sont faits comme on a pu le constater, mais c'est pas encore, enfin, il y a encore du travail pour pouvoir l'introduire dans un véhicule en série pour tout ce qui est thermoplastique. Alors on a la chance ici, et on travaille beaucoup en région Bretagne, d'avoir un début de filière en fait sur tout ce qui est la matière pour l'impression 3D thermoplastique. Entre compositique et puis un certain nombre d'acteurs, entreprises et labos, on a une belle région pour ça. Tout ce qui est métallique est relativement mature aujourd'hui. Donc on parle de l'alu, du titane, de l'acier. On arrive même à avoir des pièces qui sont largement aussi performantes que des pièces de fonderie. Donc en gros, le grand enjeu pour l'automobile, c'est de réduire les délais de fabrication. Donc peut-être d'intégrer des fonctions ou d'amener d'autres valeurs sur ce type de matière. La finition des pièces, effectivement sur des pièces qui vont être visibles, un enjeu. On parlait d'aspect, on parlait de reprise. Une pièce mécanique est toujours reprise. Et puis j'insiste sur la chaîne numérique, qui est un point crucial. Alors au-delà du fait que tous les véhicules qui aujourd'hui sont dans la rue ont été, entre guillemets, crachés en numérique avant même qu'il y ait une première pièce qui existe. Il faut tenir compte, au niveau de l'impression 3D, notamment de l'impression 3D thermoplastique, des phénomènes qui vont se produire pendant la fabrication de la pièce et qui peuvent avoir une influence sur les caractéristiques mécaniques de la pièce. Et ça nécessite de nouvelles méthodes. Ça rejoint l'introduction des composites aussi de manière massive dans l'automobile. Pour finir, juste quelques mots. L'automobile est organisée. Il y a un organisme en fait qui fédère un certain nombre d'actions au niveau de la filière, qui regroupe des équipementiers, les constructeurs et autres français. Et aujourd'hui, la PFA pousse en fait à avoir une feuille de route au niveau de la filière sur la fabrication additive. Donc je me permets de vous en présenter quelques éléments. C'est tout ce qui est temps de conception et temps de fabrication. Ça tourne autour d'une pièce aujourd'hui mécanique. Ça va être tout ce qui est après-vente. Et puis c'est toute la chaîne de valeur. Donc on voit qu'il y a des analyses qui ont été faites sur des cibles par rapport à toutes ces thématiques. Et puis il y a d'autres travaux à venir, et notamment en partenariat avec l'Alliance Industrie du Futur, notamment sur toute la chaîne d'achat. Donc c'est pas demain un constructeur qui va fabriquer ses pièces, on est dans un monde de sous-traitance. Et puis tout ce qui est matériaux, et puis juste un petit zoom par exemple sur un projet qui est issu de cette volonté politique de la PFA de faire converger les choses. On a un projet Real 3D, donc on a une approche d'intégration de fonctions, d'intégration de nouvelles matières pour pouvoir converger en termes de coûts sur ce genre de technologie. Voilà. En conclusion, la fabrication additive et l'automobile, en fait, c'est un monde d'opportunités puisqu'on a beaucoup de points d'entrée possibles, comme vous avez pu le voir.
Ça reste un monde difficile parce qu'on a toujours nos 4 drivers, la qualité, coût, délai, prestation. Et puis s'il y en a un qui n'est pas au rendez-vous, on ne fait pas, on ne met pas un centime dedans. La fabrication additive reste une filière qui n'est pas complètement mature aujourd'hui. Enfin, il y a différents acteurs, mais on a bien vu ces dernières années, certains fabricants se rachètent entre eux. Voilà, enfin, comme je disais, ces histoires de machines sont un vrai sujet. Il faut arriver à amener des technologies en rupture. Et puis, même au niveau de la conception pour l'automobile, ça implique, tout comme l'introduction du composite, de nouvelles méthodes pour exploiter tout le potentiel qui est amené par la fabrication additive. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Vous allez venir vous asseoir 2 petites secondes. Voilà, laissez la télécommande. Installez-vous là. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors moi, je ne vois pas le côté gauche de la salle à cause du projecteur, mais pas de questions. Tout le monde est scotché. Moi, j'ai 2 petites questions. La première, j'ai été très frappé par votre expression qui disait que dans les usines, il y avait des imprimantes 3D sur le bord de la chaîne. Ça veut dire que dans les voitures d'aujourd'hui, il y a déjà des pièces embarquées qui ont été fabriquées via cette technologie-là ? Non, pas du tout. Non. Parce que quand on dit des imprimantes en bord de chaîne, c'est un bien grand mot. Dans les usines, il y a beaucoup de choses dans une usine terminale de fabrication. Donc, mais effectivement, dans le cadre de laboratoire et dans le cadre de l'industrialisation des véhicules, on retrouve très facilement sur un coin de paillasse une imprimante 3D qui permet de faire un petit posage ou de concevoir un petit moule rapidement. Par exemple. J'ai un exemple en tête tout bête, c'est voilà, on a une série de véhicules à faire, il y a 100 véhicules à faire, on a besoin d'une pièce qui est emboutie, qui est très spécifique. On va faire un petit moule en impression 3D thermoplastique. On va pouvoir faire ces 100 pièces embouties avec ce moule. À la fin, le moule il sera mort, mais on aura fait nos 100 pièces et on aura pu faire nos 100 véhicules avec les pièces embouties. D'accord. En respectant les 4 drivers. En respectant les 4 drivers. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Dans le monde de l'automobile, les experts de la fabrication additive, c'est toujours des gens qui sont intégrés chez les constructeurs, où il y a un écosystème d'experts extérieurs, de sous-traitants qui maîtrisent ces technologies-là. Comment se fait ce transfert d'expertise ? Il y a les deux, en fait. Chaque constructeur a ses experts internes et fait beaucoup appel à la sous-traitance en tout ce qui est domaine de réalisation. Il y a effectivement énormément de veille avec des gens qui sont intégrés chez les constructeurs. D'accord, mais pour la partie fabrication additive, c'est réparti entre les deux, entre les prestataires extérieurs et les oui, tout à fait. Autant ils font des fois des choses eux-mêmes, autant ils en achètent. Voilà. Ils n'en sont pas à avoir des départements intégrés qui maîtrisent parfaitement ça, qui développent des stratégies particulières. De ce que je peux en voir, moi, n'étant pas constructeur, non, il n'y a pas de département qui vont fabriquer des pièces pour la production. À votre avis, l'horizon pour avoir des pièces produites selon ces technologies-là embarquées sur nos voitures, il est de combien de temps ? Je pense qu'il y a encore du chemin. Encore du chemin. il y a encore du chemin. Et je pense que tous les travaux qui sont en cours, notamment sur l'impression des composites en 3D, vont être une clé d'entrée. Parce qu'ils vont pouvoir amener de la valeur et de nouvelles intégrations de fonctions qui sont la condition en fait, pour venir se mettre en compétition avec de l'acier. En fait. Voilà. D'accord, très bien. Alors on va voir après que dans le monde pas forcément de l'industrie automobile, mais des sports mécaniques qui sont l'un des sous-ensembles de l'industrie automobile, on va voir que l'usage est beaucoup plus répandu. On voit ça après la pause. Par contre, il y a toujours, vous savez que les conférences au large, il y a beaucoup de pauses pour que vous puissiez échanger des cartes de visite et pas signer des contrats, mais presque. Donc on se retrouve dans une petite demi-heure et on applaudit encore une fois M. Amruster qui est venu nous présenter ses travaux. Merci bien. Merci.